Bonjour et re-bienvenue à Montréal. Mon nom est Martin Van Den Bar et j'ai l'honneur d'animer ce panel sur la Fab City et la biodiversité. Nous avons comme panélistes aujourd'hui 4 personnes de grande qualité. Monsieur Olivier Hillel, premièrement, que je voudrais présenter, qui est officier de programme au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique qui est basée ici à Montréal, où il est responsable de l'action internationale et locale et de l'intégration de la biodiversité dans les secteurs économiques et le développement. Nous avons aussi avec nous Mme Marie-Ève Roy, qui est doctorante sur mesure en écologie. Elle s'intéresse à l'écologie et la conservation de la biodiversité depuis très longtemps. Elle détient une maîtrise en biologie, en écotoxicologie de l'UQAM, un baccalauréat en biologie de la faune et de la flore et une mineure en biotechnologie de l'Université McGill. Et elle étudie à l'Institut des sciences de la forêt tempérée à l'Université du Québec en Outaouais, basé à Ripon. Nous avons également avec nous M. Steve Hamel, qui travaille au World Wildlife Fund du Canada. M. Hamel a entamé sa carrière dans le domaine de l'écologie en 1990 en travaillant sur le terrain comme technicien de la faune. Depuis, Steve a participé à de nombreuses études sur les oiseaux, les chauves-souris et les poissons. Au Fonds mondial pour la nature Canada, Steve est spécialisé dans la restauration de la biodiversité. Il développe et met en œuvre des projets de restauration des habitats pour la biodiversité. Et finalement, nous avons à mes côtés Mme Raquel Peñalosa, architecte du paysage, présidente de l'IFLA Americas de 2014 à 2018, présidente de Communautique. Mme Peñalosa est architecte du paysage depuis plus de 30 ans. Elle travaille à la rencontre de l'architecture du paysage, du design urbain participatif, de la citoyenneté active, de l'innovation sociale. C'est une pratique qui s'inspire des approches collaboratives en innovation sociale afin d'intégrer, définir la place du citoyen au cœur des projets pour une ville plus vivante et ajustée aux aspirations et aux besoins de tous. Alors, ça peut paraître un peu étonnant de parler de biodiversité à l'ouverture d'un sommet sur la Fab City, qu'on a tendance à associer au monde digital. Alors, ma première question va s'adresser à vous, Mme Peñalosa. C'est de savoir, on va discuter d'une grande diversité de sujets ici durant le sommet Fab City, mais pourquoi c'est important de parler de biodiversité dans l'ouverture de ce sommet-ci à Montréal? Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un sujet qui n'était pas associé à cette question-là de la Fab City, mais il y a plusieurs raisons. Puis je pense que nous, on a choisi à Montréal de parler de biodiversité, comme on a choisi aussi d'intégrer la perspective, la cosmovision des communautés autochtones. Mmh. Et je pense qu'on fait tous face à la grande question qui est celle des changements climatiques. Mmh. Et on ne peut plus continuer à fonctionner, à agir de la même manière. Alors, autant dans le chêne de ce qu'est la Fab City, il nous amène une nouvelle culture, une nouvelle narrative, et fondamentalement, cette narrative de la circularité. Donc, de revoir nos modes de production et de consommation. Et à l'intérieur de ça, cette manière d'agir nous amène à avoir une action locale, donc de revoir quels sont nos besoins locaux et de répondre à ces besoins-là. Donc, c'est plus cette notion-là de ne pas avoir des besoins à l'infini et illimités, mais de revoir quels sont les moyens que nous avons. Et à l'intérieur de ça, nous nous sommes dit, et puis toutes ces questions-là sont spéculatives. Hein. Pour nous amorçons, nous avons déjà... Ça fait 2 ans qu'on parle de la Fab City, mais nous amorçons avec beaucoup plus de profondeur. Ce matin, la mairesse a fait le pledge pour devenir une Fab City et je pense qu'à l'intérieur aussi de ce qu'elle a nommé, on parle de la transition écologique. Alors, quand on parle de biodiversité, c'est évident qu'il y a aussi, on est en train de revoir comment quelle est notre relation avec la nature. Tu sais, comment on a eu cette relation de dominance de l'humain au service, la nature au service de l'humain, alors qu'on voit où est-ce qu'on est rendu. Donc, les changements climatiques nous amènent aussi à revoir cette relation avec les systèmes naturels et intégrer, je pense que nos panélistes qui sont des experts dans tout ça, on aura une conversation de beaucoup de complémentarité, à revoir et à s'inscrire plus dans une vision écologiste. Et cette vision-là, de systémique, mais elle est circulaire aussi. Donc, elle nous dit aussi
que la nature n'est pas une ressource seulement, mais qu'elle est aussi, elle est vivante, elle est limitée, mais on doit porter un regard régénératif. Et je pense que dans c'est spéculatif, hein, on peut retrouver dans le mode que la Fab City propose de revoir la production, aussi d'inscrire la biodiversité. Et c'est un autre point que j'aimerais amener, c'est aussi quand on se remet à regarder localement et on se remet à voir où est-ce que nous sommes rendus et de voir que oui, il y a un déséquilibre dans nos relations avec nos systèmes naturels et comment nos villes sont devenues très artificielles. Donc, ils ont perdu ce caractère vivant d'être une ville nature, et donc de ramener dans le système des villes un système, pas seulement des objets nature comme des arbres, mais de ramener des écosystèmes vivants. Alors, je pense que dans cette approche-là de se retrouver dans un processus d'adaptation, on le sait, on ne peut plus aller ailleurs, mais on définit quel est ce qui est requis pour que nous nous adaptions. La biodiversité apparaît comme un enjeu que nous devons inscrire dans notre vision de Fab City. Un enjeu incontournable qui est fortement lié à la question de l'adaptation et de la lutte au changement climatique. Et j'entends quand vous dites de ne pas considérer la nature seulement comme une ressource, mais dans les discussions ce matin, dans les interventions de Thomas aussi, j'entends aussi que la nature n'est pas un obstacle au développement non plus. Dans la vision de Fab City. Non, exactement, absolument pas. Et je pense que l'obstacle, c'est notre manière de voir et c'est la rupture que nous devons faire, c'est avec la construction mentale et sociale que nous avons fait de ce que nous sommes comme société, de s'imposer. Je ne suis pas religieuse, mais c'est intéressant de voir l'encyclique du pape qui remet sur la table que l'humain est partie intégrante de la nature. Et c'est de là qu'on retrouve aussi, et qui est intéressant pour nous, de voir que dans la cosmovision de nos communautés autochtones qui sont, on est choyés de les avoir autant au Canada, mais à travers tout le continent des Amériques, ils ne sont pas séparés de la nature. Donc, si la nature meurt, on meurt. Et c'est cette interdépendance-là que nous devons retrouver. Et je pense qu'il y a un chiffre de culture, que nous ne devons pas être dominateurs, mais se mettre dans un esprit, je vais utiliser le mot humilité, mais je pense qu'il y a quelque chose de ça parce que dans cette notion de circularité, de régénération, l'humain doit s'inscrire dans ces processus-là. Merci pour cette introduction, Raquel. Avant de poursuivre, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de biodiversité et de ville ensemble, je voudrais qu'on se donne des bases communes, puis on s'est entouré d'experts. On a 3 biologistes avec nous aujourd'hui, en plus de Raquel. Je voudrais demander à Steve, avant d'approfondir le sujet, je voudrais qu'on se donne des références communes. Donc, je vais te demander de nous parler, de définir le concept de biodiversité et le concept d'écologie urbaine pour nous. Justement, moi, j'allais dire, d'abord, merci pour l'introduction. Je crois que ça résumait bien la situation de la biodiversité en milieu urbain, puis de ce qu'on peut faire. La définition, écoutez, on pourrait en discuter pendant des jours et des jours, même entre biologistes. On a des visions différentes de la biodiversité. Mais ici, à WWF, on s'entend pour dire que premièrement, c'est pas seulement le nombre d'espèces différentes qui est important dans un système, mais plutôt les relations écologiques entre les espèces et entre elles, entre chacune des espèces et leur environnement proximal. Donc, c'est ce qu'il faut protéger aussi. On n'a pas la vision seulement de protéger les espèces rares qui sont en train de disparaître, mais bien les relations écosystémiques. Donc, on peut en parler longtemps. Il y a plusieurs définitions qui existent, qui ont été établies. On peut parler de biodiversité génétique, on peut parler d'un paquet, mais je crois que les projets de restauration sur lesquels on travaille, c'est des projets qui nous obligent à prendre la définition un peu de préserver le maximum de relations entre les espèces et leur milieu, là, dans les milieux naturels qu'on essaie de recréer ou de créer tout simplement. Au niveau de l'écologie urbaine,
Moi, je crois qu'on n'a pas de définition officielle de ce que c'est l'écologie urbaine, mais les travaux qu'on fait en milieu urbain, ce sont des travaux de, finalement, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, on parle d'accès au territoire, on parle des communautés qui veulent s'investir. On a chacune notre vision culturelle de l'écologie. Des communautés, je peux parler certaines municipalités avec lesquelles on travaille dans la région de Montréal. Il y a des fortes communautés de différentes ethnies qui ont une vision différente et très intéressante de l'écologie. Notre rôle à nous, c'est de réussir à restaurer des milieux naturels ou semi-naturels. En tout cas, ce sont de nouveaux écosystèmes qu'on crée. On n'a pas la prétention de créer les écosystèmes qu'il y avait ici au Canada il y a 150 ans, mais bien de nouveaux écosystèmes avec les nouvelles variables qui existent dans l'environnement. Donc, c'est un peu ce que je peux définir là, comme travailler en écologie urbaine, c'est faire ce qu'on peut avec ce qu'il y a. Merci, Steve. Tu as introduit la notion culturelle, c'est-à-dire la perception différente qu'on peut avoir selon notre culture. Je n'avais pas du tout pensé à ça comme étant un facteur qui peut affecter le travail de rewilding ou de régénération de biodiversité en ville. Dans vos travaux, Steve, qu'est-ce qui vous a le plus marqué là, dans vos travaux sur l'étude de la biodiversité à Montréal? Nous, on n'en fait pas d'études sur la biodiversité à Montréal. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des travaux de restauration. On va voir les résultats de ces efforts-là dans quelques années. Pour voir les résultats de la biodiversité en milieu urbain, on est en train de mettre en place, avec plusieurs collaborateurs, des indicateurs qui vont nous permettre de bien montrer. C'est tout un défi. C'est un défi scientifique, c'est un défi technique, puis on est encore à la base de cette production-là d'indicateurs qui vont permettre de montrer que dans la grande région de Montréal, nos efforts, les efforts de tous les ONG dans la région de Montréal portent fruit. Donc, pour l'instant, on n'a pas de résultats. Je vais en parler tout à l'heure, je vais parler d'un rapport qu'on a qui donne des résultats au niveau national sur la biodiversité, mais de façon plus locale, dans une ville comme Montréal, on n'a pas les données encore, mais on travaille à mettre en place un système d'acquisition de données qu'on va pouvoir faire parler peut-être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. OK. Ça va être intéressant parce que dans la présentation, dans une des présentations précédentes, on parlait de comment, dans la construction de la Fab City, on doit se donner des indicateurs d'avancement. Ça serait certainement des indicateurs qui pourraient... Comme un objectif de notre travail de Fab City. Un objectif, et vous pourrez nous fournir des indicateurs pour mesurer l'avancement l'impact de la Fab City sur la biodiversité. Je voudrais qu'on aille à Marie-Ève. Je voudrais qu'on parle un peu d'économie parce qu'on disait tantôt, la nature, ce n'est pas seulement une ressource, ce n'est pas non plus un obstacle. C'est quelque chose qui génère des services aussi. Puis en économie, on parle de plus en plus de la notion de service écologique. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que la recherche nous dit, des services écologiques, de ce concept-là, puis aussi de ce que la recherche, tes travaux, Marie-Ève, nous disent sur l'état de la biodiversité à Montréal? Tes travaux et les travaux de tes collègues. Oui, je vais partager mon écran pour ça. Donc, She's going to share her screen. Donc, premièrement, je voulais renchérir sur, Steve il a parlé un peu de son expérience à Montréal. Moi, mon expérience à Montréal, qui était très terrain, m'a permis de voir énormément d'espèces menacées ou vulnérables dans un endroit où je ne m'attendais pas à en trouver autant. OK, donc, la seule rivière qui reste à Montréal, là, on se promène, il y avait une trentaine de tortues géographiques ici sur la photo, des érables noirs, il y a des plantes médicinales qu'on croyait disparues de l'île, des noix qui goûtent la pacane à l'érable. Okay, ça, c'est ce que moi j'appelle aussi, et je vais en reparler, mais c'est aussi de la biodiversité qui est les espèces rares qui sont indigènes à notre écosystème. Là, il y a une salamandre géante. Et qu'est-ce qui m'a vraiment choquée à Montréal, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une construction, il y a cette destruction. On trouve des espèces rares proches. OK, donc, c'est des articles de journaux qui vont dire, mais est-ce que les couleuvres sont vraiment rares, les couleuvres brunes, puisqu'à chaque fois qu'on construit, il y en a une, elles ne sont peut-être pas rares. Mais ce qui est rare, en fait, c'est les milieux naturels qui restent. Okay? Donc, c'est important
de ne pas continuer à avoir cette vision que la biodiversité et la destruction de l'environnement sont comme toujours en opposition. Et les villes, ils ont un rôle vraiment important dans la biodiversité. Ici, c'est un tableau qui montre, par exemple, la région tempérée, là où il y a les zones urbaines au Québec, versus les zones plus boréales ou arctiques. La biodiversité, c'est dans les zones où il y a aussi des gens. C'est là où il y a la plus forte, 60% de la biodiversité du Québec. Donc, les villes et les zones périurbaines ont un rôle de protection de la biodiversité générale, sauf que le portrait de la protection, il est inversé. OK? Donc, il y a moins de 10% de la protection qui est faite des espèces en zone plus urbaine, tandis qu'on va avoir tendance à protéger le nord, là où il n'y a pas grand monde. OK? Donc, ça cause un certain problème et à chaque concept, la conservation, c'est une lutte en permanence avec le développement. Et là, ici, c'est la première aire protégée qui a eu lieu au Québec. C'est en 1876. La première lutte pour une aire protégée, c'est le Mont-Royal. Donc, s'il n'y avait aucun organisme qui se sont battus année après année, on n'aurait presque plus d'espace vert à Montréal. Il met en perspective cette confrontation qu'on parle de développement et conservation, OK? Donc, la biodiversité et les risques versus la protection. Comment on fait pour s'en sortir? Bien, c'est ce que tu m'as demandé, Martin, c'est avec les services écologiques ou écosystémiques. Ça l'aide beaucoup à rallier les gens parce que ça nous montre, comme vous disiez, que il y a beaucoup de services qui sont rendus par l'écosystème. Moi, je vois ça, les services écologiques, comme la base du développement durable. OK? Donc, le concept de développement durable peut être remodelé un peu. Donc, les services écologiques, c'est les cycles de l'eau, les sols, la biodiversité. OK? Il y en a plusieurs. Et ça peut être vu comme le soutien, la base à la vie. Donc, l'approvisionnement, la régulation, le climat. Ça permet aux sociétés de s'intégrer, de vivre, d'être en bonne santé. Mais si on n'a pas ce grand cycle-là, ça va être très difficile d'avoir des sociétés saines et vivantes. Et moi, je perçois l'économie là-dedans comme les activités économiques, c'est quand tout ça va bien, ben, c'est une façon de se désennuyer. Donc, on peut faire plusieurs activités économiques, mais c'est ça, les services écosystémiques, c'est la base qui permet le maintien du reste. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas là. Puis comment la science et la recherche, ça peut appuyer ça? Bien, c'est beaucoup en changeant les mentalités. Quand on prend conscience que sont vraiment importants, comme là, les changements climatiques, là, avec la science, on peut calculer le taux de carbone qui est séquestré selon les différents aménagements qu'on fait. Mais ça nous fait prendre conscience que, hey, on peut avoir un rôle dans les changements climatiques. Donc, on veut aller vers la conservation pour nous et pas seulement pour la biodiversité. Et plein d'autres exemples à Montréal, on peut calculer comment ça vaut un service écosystémique. On met une valeur à un milieu humide qui fait en sorte que les gens vont vouloir le conserver. Plus personnellement, les gens peuvent calculer comment les arbres devant leur maison vont leur permettre de dépenser moins en climatisation ou en chauffage. Et ça va aider les gens à s'en aller dans la direction de protéger des arbres. Et il y a différents arbres. On peut voir que si tu veux dépolluer, selon la pollution qui t'intéresse, tu peux choisir le type d'arbre qui est meilleur pour améliorer ta qualité de l'air. Donc, c'est ça les services écosystémiques. Tu rentres dans ça, c'est une forêt à Montréal. Tu rentres dans cette forêt-là, il fait 12 degrés de moins que juste à côté, en pleine canicule. Okay? C'est vraiment présent. Et je voulais juste terminer en disant que protéger la biodiversité là-dedans, c'est quoi pourquoi protéger la biodiversité? Et comme a dit Steve tantôt, la biodiversité, c'est les services écosystémiques, tout ça, ça peut être vu comme la biodiversité des fonctions, garder toutes les fonctions. Donc, si on a plein de sortes d'arbres, s'il arrive une maladie, on va résister. Mais ce que j'aimerais apporter, c'est la définition de biodiversité que j'appelle 2.0. C'est qu'il faut aussi, selon moi, protéger les espèces rares. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi les côtés intègres et les espèces rares? C'est que ça ne protège pas seulement les services, mais c'est une façon d'y arriver. C'est une façon
qu'on a que les gens vont protéger les habitats rares. OK? Donc, l'équation à retenir, c'est que espèces rares, biodiversité égale habitat, protection de la biodiversité égale protection de l'habitat, donc protection des services. Puis le dernier exemple que je montre, c'est ce développement-là à Montréal qui est sans fin. Okay? On a détruit beaucoup, beaucoup, beaucoup de milieux humides, OK, tout le temps. Et comment faire pour y arriver? Ben, on a beau en parler, tout ça, c'est bien, bien difficile. Et il y a quelqu'un qui a réussi à protéger des milieux humides et c'est cette petite grenouille-là qui est une espèce rare, la rainette faugrillon. Il y a eu beaucoup de combats pour la protéger. Donc, en protégeant une espèce rare, on réussit à protéger les derniers milieux humides qui restent. Donc, c'est aussi une avenue. C'est ça, une prise de conscience pour nous aider. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci énormément. Tu mentionnais donc l'importance de protéger la biodiversité partout sur l'ensemble du territoire, pas juste dans le Nord. On sait qu'au Québec, il y a eu de nombreux projets qui ont été montés par des citoyens partout au Québec. Et récemment, donc, le gouvernement a décidé de protéger, je pense, plus que 17 du territoire, mais il y a beaucoup de projets qui ont été écartés dans des zones sensibles, notamment autour de Montréal. Je sais que le secrétariat de la Convention de la diversité biologique ici à Montréal, représenté par M. Hillel, a fait des travaux importants dans les dernières années, particulièrement dans les derniers mois. M. Hillel doit nous quitter vers midi. Donc, Olivier, je voudrais te donner la parole avec une grande liberté parce que tu puisses nous parler des travaux, nous faire les annonces que tu as besoin de nous faire avant de quitter. Malheureusement, on devra terminer la conversation sans toi, mais on vous donne le micro. On vous écoute, M. Hillel. Merci beaucoup, Martin. Merci pour l'opportunité de partager quelques pensées avec vous. Je pense que mon intervention va bien complémenter tout ce qu'on a bien écouté. La première chose que je voudrais partager, c'est l'urgence de prendre en compte la nature dans tout ce qu'on fait. Parce que, comme j'ai déjà partagé dans le chat, aujourd'hui, les gouvernements, mais aussi chacun de nous, quand on fait nos achats, quand on fait nos choix de production et de consommation, on dépense en moyenne 20 ou 3 fois plus dans des investissements que détruisent la nature que ce qu'on fait pour la nature. Donc, ça ne fait pas du sens dans tout ce que Raquel nous a rappelé, tout ce que Steve et Marie-Ève nous ont parlé. Et la nature fait partie de nous, fait partie de tous les choix économiques et possiblement, et avec le climat et la perte de la terre pour l'agriculture, ce sont des menaces les plus fortes qu'on fait face aujourd'hui. En plus, on peut penser que la biodiversité, au contraire du climat, il n'y a pas de net positive. Donc, on perd une espèce, c'est pour toujours. Donc, il n'y a pas donc, toujours non, mais au moins par millions d'années. Comme Steve nous rappelait, les villes sont des expériences écosystémiques nouvelles. Il faut vraiment, quand on pense au Fab City, à la fabrication de nouvelles contenus, des opportunités d'investissement et génération d'emplois pour la jeunesse urbaine, il faut penser justement à ça. Comment on fait le tour de tout ça? Comment on offre des opportunités concrètes pour gérer une nouvelle économie, une économie basée sur l'idée de la protection des aires communes, de la connaissance traditionnelle. Et là, je voudrais vous rappeler bien que la Convention de la biodiversité, c'est un accord entre le gouvernement à niveau national et donc aussi à niveau de l'ONU et des gros joueurs, disons, dans l'économie et dans la finance. On sait bien sûr que cette phrase « penser global, agir local », ce n'est pas une coïncidence que ça a été généré par un urbaniste, M. Patrick Geddes, l'Écossais, qui a vu et traité en premier la question de conurbation, les complications et les complexités qui viennent avec ce qu'on appelle le teleconnections, les liens entre la consommation et production urbaine et tous les paysages marines, côtières et en terre de la planète. Donc, c'est justement là, je voudrais dire, dans la vision du secrétariat, on a déjà
La biodiversité parfois fait des innovations. Et une des innovations qu'on a fait, c'est qu'on a déjà 10 ans d'un plan d'action pour travailler entre les gouvernements nationaux et les gouvernements provincial et local, municipal, métropolitain. Il y a plusieurs autres arrangements de gouvernance qui sont très importants, par exemple les réserves de la biosphère, les parcs naturels régionaux de France et aussi des autres expériences de gestion communautaire. Non? Et je pense que donc, pour finaliser, dans nos leçons à nous, dans le secrétariat, le travail qu'on fait, par exemple, à ce moment dans un processus d'Édimbourg, ça va être la ville, le pays, l'Écosse, les pays hôtes de la COP26 du climat. Et là, on va justement apporter la contribution que l'Écosse, avec l'ICLEI, avec plusieurs autres joueurs, et c'est pour ça que je suis ici, pour vous inviter à vous joindre au procès d'Édimbourg et découvrir plus comment on peut faire cette chose de penser global, agir localement, en utilisant le cadre stratégique post-2020 de la Convention sur la diversité biologique. Prenez en compte que l'ONU, l'ensemble de l'ONU, est au moment enveloppé pour engendrer un nouvel cadre stratégique pour les prochains 10 ans de comment les gouvernements nationaux vont faire de compromis pour protéger la nature. Dans 10 ans, c'est une opportunité unique. On a la porte du procès d'Édimbourg. Je m'assurerai de partager avec vous et tous les intéressés le lien pour avoir plus d'informations sur le procès d'Édimbourg. Aussi, il faut tenir en compte que dans la Convention, chaque fois qu'on a une conférence de parties, comme on l'aura en Chine en 2022, le mois d'avril, à Kunming, la capitale de la province la plus biodiverse de la Chine, on va discuter un prochain cadre stratégique. Dans cela, on a au moins 2 ou 3 des indicateurs qu'on développe qui parlent directement à la question urbaine et parlent directement à Fab City. C'est pourquoi je trouve l'initiative Raquel et les collègues, c'est génial de proposer que Fab City Montréal et Bas-Laurentides soit visé sur les liens avec la nature et de développer de nouvelles opportunités d'investissement et de génération d'emplois pour la jeunesse urbaine, pas seulement à Montréal, évidemment, pour nous, le secrétariat, nous pensons globalement. Dans toutes les villes du monde, il faut donner aux jeunes les outils pour qu'on puisse développer des opportunités pour une nouvelle économie très différente de ce que l'on a. Mais évidemment, il faut bend the curve. Il faut pas, ça ne fonctionne pas de tout changer. Il faut changer à la mesure qu'on peut. Donc, merci pour cette opportunité. Et comme je vous dis, Martin, j'offre la plateforme du secrétariat et de la Convention comme une façon de vous inviter à contribuer à cette discussion. Merci. Merci, M. Hillel. On me dit malheureusement qu'on doit terminer dans 2 minutes, le panel au complet, donc on n'aura pas le temps de continuer avec les autres questions des autres interventions. Par contre, je suis très heureux parce que vous avez tous eu le temps de parler. En terminant avec M. Hillel, on a une invitation très claire à l'ensemble des Fab Cities. Je peux vous dire qu'ici à Montréal, on est prêt. C'est pour ça qu'on avait mis cette thématique-là sur la table ce matin. Et je sais, en discutant avec nos autres partenaires dans le réseau, que je pense que c'est quelque chose qui va mobiliser tout le monde. Et donc, il nous reste simplement à vous remercier tous d'avoir participé. Alors, je voudrais... Je pense qu'on doit vérifier ce que Norella est... C'est midi 15. Midi 15. Ah, je voyais 12 is fin. OK. Fausse alerte. Fausse alerte. Fausse alerte. Nous avons encore 16 minutes et demie. On a 16 minutes. Alors, on va pouvoir avoir d'autres questions. Alors, tout ce que j'ai dit avant était vrai quand même. On va sur la plateforme. Oui. Donc, je vais...
suite à l'intervention d'Olivier, on va retourner à toi, Raquel, pour voir ta Mais réaction par rapport à la Fab City. Oui, mais merci, Oliver. Je pense que nos discussions que nous avons eues avant et celle que l'invitation que vous nous faites de se joindre à ce qui va se passer en Édimbourg et de s'inscrire dans cette vision que sans la nature, on ne pourra pas faire avancer. Alors, nous acceptons cette invitation de la Fab City qui est en devenir. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que comme ça a été mentionné ce matin, Communautique va continuer d'accompagner la Ville de Montréal dans le développement de la Fab City. Alors, je pense que ce qui est intéressant en revenant en arrière à ce que Steve a donné comme étant un des éléments les plus intéressants, c'est qu'on ne regarde plus chaque objet séparé. Donc, on a un regard écologique qui dit qu'on regarde les relations. Et je pense que ça, c'est un des grands atouts de la Fab City et de ce que Communautique apporte. On est un organisme de facilitateur des relations entre les communautés, mais aussi, et ce que tu viens de l'invitation que tu viens de nous faire, nous l'acceptons avec beaucoup de joie et nous continuerons à poursuivre, d'aller en profondeur avec cette invitation. Bon, avant d'aller à la question du public, je voudrais quand même juste revenir sur une chose. On vient de terminer le Fab 16, donc qui était la rencontre mondiale des Fab Labs, puis en regardant les différentes présentations qui venaient de partout dans le monde, une des choses qui est ressortie clairement cette année, je ne sais pas pour les années précédentes, il y avait beaucoup de choses qui touchaient la biodiversité. Il y a beaucoup de Fab Labs partout dans le monde qui travaillent cette question-là, que ce soit en Amazonie, que ce soit en Scandinavie, en Europe, dans les Amériques. Et là, on parle donc, la Fab City des Amériques, on est sur l'île de la Grande Tortue, on est le continent où il y a le plus de Fab Labs. Et il y a la question des relations, il y a la question de la connectivité aussi écologique. Je ne sais pas si Steve ou Marie-Ève veulent nous parler de cette importance-là, mais Montréal ne vit pas en vase clos. C'est un territoire qui interconnecte d'autres territoires, notamment, je sais, à cause de la présence des Grands Lacs pour les mammifères. Le passage montréalais ici est important. Alors, je ne sais pas qui de vous deux voudrait prendre cette question-là en premier. Je peux en parler, à moins que Marie-Ève, tu as des choses à ajouter, tu vas être plus que bienvenue. Si vous me permettez, je peux vous présenter mes diapositives que j'avais préparées. Je pourrais vous présenter rapidement un projet Steve is going to share his screen. Oui, c'est ça. Donc, I'm going to share my screen now. Ici. Parfait, on voit bien. On voit bien, c'est bon? Oui. Ensuite, je ferai le lien avec la connectivité écologique qui est super importante. On a un rapport ici, vous avez le lien, le Living Planet Report Canada. C'est un rapport qu'on fait, que notre équipe scientifique à WWF fait à chaque 2 ans. Si je résume le dernier rapport que je vous invite vraiment à télécharger, on a la version anglaise et française. On remarque que les données démontrent clairement que le Canada se réchauffe 2 fois plus rapidement que la moyenne globale, que les populations des espèces canadiennes en danger ont décliné de 60% les dernières années. Puis, je traduis en même temps que je lis, je pensais qu'on faisait j'ai fait une présentation bilingue, donc les populations des espèces qui ont une tangente vers la diminution au niveau international, au Canada, ces espèces-là ont décliné de 42%. C'est bien indiqué, c'est un rapport à lire vraiment là, avec les données. On a même des cartes qui indiquent où au Canada les déclins sont les plus forts, donc il y a beaucoup d'informations. Donc, nous, devant cette crise-là, on voit clairement que la perte de biodiversité puis les changements climatiques, c'est 2 problèmes qui sont liés, un dans l'autre, un avec l'autre. Puis, il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire. Nous, on a décidé de travailler en milieu urbain et périurbain. Comme on disait tout à l'heure, c'est que c'est dans le sud du Canada où l'urbanisation est plus forte. Les écosystèmes les plus riches se retrouvent aussi dans le sud du Canada. Puis, si je vais à la prochaine diapo, ici,
Je pense que c'est mieux. Donc, en milieu urbain, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les écosystèmes anciens. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de la notion de création d'écosystèmes avec les nouvelles variables qui sont là. C'est la réalité. Moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille en biodiversité, puis là, je suis confronté à la réalité qui fait que tout ce que j'ai appris sur les écosystèmes de base qui étaient ici dans le sud du Canada, ont plus ou moins place aujourd'hui, puis c'est difficile de créer ces habitats-là dans ce concept-là d'urbanité. Donc, nous, on a mis en place un programme qui demande à la communauté, aux gens, de s'impliquer en plantant des plantes indigènes de la zone écologique dans laquelle ils sont. Donc, je parle ici du sud du Québec, du sud de l'Ontario, pour créer des habitats et restaurer des habitats, si on peut dire, avec ces espèces-là. Donc, on a mis en place avec une chaîne d'épicerie, pour ne pas la nommer, là, tout ce qui est Loblaw, Provigo. On vend depuis 3 ans des plantes indigènes au sud du Québec et au sud de l'Ontario. L'idée ici, c'est de dire aux gens, dans vos jardins, maintenant, vous pouvez faire une place à nos belles plantes indigènes qui ont un rôle écologique à jouer. Évidemment, on ne recrée pas des écosystèmes, mais on a remarqué, par exemple, dans le sud de l'Ontario, un changement dans les populations de papillons tigres parce qu'on a su mettre ces plantes-là. Puis, un des projets, c'était de connecter ces milliers de petits jardins-là ou de plantes plantées ici et là chez des privés, sur des terres privées, avec un parc régional. Puis on a remarqué que la migration du papillon s'est très bien effectuée d'un jardin à l'autre jusqu'au parc. Puis on a créé cette nouvelle dynamique-là de transport de l'espèce d'un point à l'autre. Donc, là, on peut parler de connectivité à une échelle spécifique là, du sud de l'Ontario pour une espèce spécifique. Donc, c'est en vendant dans les épiceries des espèces indigènes et en faisant une promotion auprès des gens. On a plus de 5000 personnes dans le sud de l'Ontario qui ont acheté des plantes puis qui ont fait un micro-jardin de plantes indigènes. Donc, l'idée, le concept de restaurer les habitats, d'utiliser les plantes qu'on a déjà, qui sont habituées à notre climat, à notre écosystème, fait de la place puis ça crée une forte motivation. On a fait le même projet pour la première fois cette année au Québec, puis avec un minimum d'efforts, malgré le COVID, on a quand même eu presque 1000 personnes qui ont créé ces petits jardins-là. On a eu les statistiques la semaine passée. Donc, pour nous, c'est un succès. Il y a un intérêt pour les gens de participer à cette création-là d'habitat. L'idée, ce que je parlais tout à l'heure, donc, c'est créer le lien avec les espèces. On peut parler des bourdons, on peut parler des abeilles, le colibri avec les plantes, les classiques monarques avec les fleurs. Mais au-delà de ça, c'est toute la connectivité écologique à une échelle, à plusieurs échelles. Donc, on peut parler comment on peut connecter tout le tronçon du fleuve Saint-Laurent qui va de Toronto à Montréal. Comment on peut restaurer des habitats le long de ce chemin-là, si on veut. Donc, la connectivité entre les habitats naturels et restaurés et améliorés. C'est une question qui est permanente dans notre réflexion. Puis, toutes les décisions qu'on prend, à chaque projet qu'on décide, le côté de connectivité écologique est très, très important. Donc, c'est un peu ce que je veux dire quand je viens de présenter nos projets en même temps que parler un peu de connectivité. Donc, I'll stop sharing now. Merci, Steve. Merci beaucoup. Ouais, je peux dire oui, un mot. Oui, je trouve très intéressant, Steve, ce dont tu mentionnes, parce que j'allais apporter que moi je suis architecte du paysage, designer de paysage, qui fait que nous créons ces environnements-là. Et la question que je me suis toujours posée, comment on peut créer de la biodiversité, et je pense qu'aller plus loin, ce n'est pas l'action directe, mais c'est de créer les écosystèmes qui permettent que la biodiversité prenne place. Oui. Et je voulais mentionner que des actions qui ne sont pas intentionnelles vers la biodiversité, mais qui sont en train de faire ça à Montréal, comme par exemple ce que je suis en train d'appeler les jardins de rue. Donc, toutes les actions que Montréal a pris pour sortir des milieux stériles et imperméables à des milieux plus perméables et plus vivants, comme les saillies de rue, qui sont des vrais jardins de biodiversité, et avec l'utilisation de plantes indigènes, de plantes
qui sont en train de créer, et par défaut, ces actions ponctuelles sur énormément de rues de Montréal sont en train de créer par défaut, et je pense, c'est cette notion-là de corridor. Oui. Mais j'aimerais aller plus loin et dire que ça serait intéressant de pouvoir travailler avec vous pour aller de manière beaucoup plus intentionnelle, que tous les gestes qu'on fasse en ville, parce qu'on fait beaucoup, Montréal est une ville qui est quand même très verte, qui a beaucoup de milieux, des parcs, mais est-ce qu'ils sont si naturels que ça? Je pense que ça, c'est la grande discussion. Mais je voulais mentionner que déjà, avec Communautique, nous allons entamer le processus d'ouvrir, de créer un Fab Lab à l'extérieur de Montréal pour réfléchir sur cette question-là de biodiversité. Notre Fab Lab sera l'éco-forêt, et on va travailler avec une communauté qui est déjà dans cette vision écosystémique, travaille à partir de la permaculture, et nous allons nous inscrire dans ce processus-là. Et je pense qu'il va être intéressant, c'est qu'on va revenir à faire le lien de l'extérieur vers l'intérieur et créer cette boucle entre la ville et cette périphérie que je pense qui est si nécessaire pour s'inscrire là-dedans. Donc, on parlait des Fab Labs des Amériques. C'est évident que tout ce qu'on est en train de discuter ici est notre apport au niveau d'entamer la conversation avec les communautés autochtones qui nous enseignent à porter un regard plus global, hein, de s'inscrire comme communauté. Donc, c'est une conversation que nous ouvrons en ce moment et qu'on va les continuer avec nos collègues des Amériques parce que c'est dans les orientations de la Fab City Montréal et de ce que nous voulions faire. Merci, Raquel. Je voudrais offrir le micro à Marie-Ève Roy. Marie-Ève, il nous reste peut-être une intervention de 2 minutes, tes réactions par rapport à ce qui vient de se dire. Oui, d'accord, merci. Pour la connectivité, c'était très intéressant. Puis, donc, moi, je ne suis pas vraiment au courant du contexte plus global, mais plus local, par exemple, avec Gatineau. Qu'est-ce qu'on a vu en travaillant sur la connectivité? C'est que ça permet de cibler des endroits où c'est vraiment important que le couvert forestier reste présent, par exemple. Et là, ensuite, on peut travailler avec la communauté. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est trouver les corridors et ensuite envoyer des dépliants pour que les gens aient un sentiment d'appartenance à leurs gros arbres, à leurs petits milieux qui sont un peu plus naturels. Et c'est pour moi très, très, très important. Et je crois qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui sont inquiets de leur avenir. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'endroits qui ne sont pas rigides et qui sont plus libres et qui sont plus naturels. Et puis, les corridors, c'est encadrer la nature un peu aussi, c'est de dire, ces endroits-là. Et juste un exemple, il y a des parcs où, pour les enfants, on va détruire, on va mettre du petit paillis, une petite balançoire, et voilà un module de jeu. Et ensuite, il y a une étude qui a observé qu'est-ce qu'ils aimaient regarder. En fait, les enfants, ils ont laissé une partie naturelle et une partie comme ça, là, très aménagée. Ils ont donné des caméras aux enfants et ils ont pris des photos. Presque toutes les photos, c'était des insectes, des petites branches. Donc, les gens ont besoin de ces milieux-là qui ne sont pas toujours exceptionnels, mais qui se défrichent. Il y a une couleuvre. C'est autre chose, mais on n'est pas obligé de toujours tout encadré. Et des fois, on peut laisser place. Et les corridors, c'est aussi des endroits qu'on peut encadrer et qu'on peut laisser place. On peut créer. Les gens aiment la nature. Et il n'y a personne qui n'a jamais regretté d'avoir fait un aire protégé. Je crois que personne ne regrette d'avoir protégé le Mont-Royal. C'est jamais une mauvaise décision. Donc, c'est ce que je voulais dire. Sur ces sages mots, Marie-Ève, je pense que ça close super bien notre discussion. Il nous reste 1 minute. Je voudrais tous vous remercier d'avoir été présents ce matin, malgré toutes les complications qu'on a eues, d'avoir partagé votre expertise avec nous. Je pense que c'est unanime à avoir vu le Fab 16, on discute avec les autres Fab Cities. Je pense que c'est un projet qui est au cœur de toutes les Fab Cities.
Maintenant, je vois qu'il y a des collaborations qui veulent s'établir, aussi des Absolument. conversations intéressantes. C'est ce qu'on veut parce qu'il y a une infrastructure humaine en dessous de ça qui doit supporter ces ambitions-là partout, partout, partout dans la ville. Ce n'est pas quelque chose qui est centralisé, c'est quelque chose qui est décentralisé. Quand tu parles justement de lieux déstructurés, ben, les Fab Labs sont aussi des lieux où les gens qui ont envie de travailler de façon collaborative comme ça, puis peut-être un petit peu moins en silo, c'est un endroit merveilleux. Donc, on invite les jeunes à venir cogner à la porte de leur Fab Lab. Et on these last words, we'd like to thank everybody for your participation this morning from Montreal. We're going to stop the feed right now and we're going to reconvene. Thank you.